Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Thierry Happ, c'est le cofondateur de l'observatoire NetExplo. Thierry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc NetExplo, c'est un observatoire, c'est également un forum qui aura lieu les 10 et 11 février prochains. Votre rôle, en quelque sorte, c'est de détecter les nouveaux usages qui feront partie de notre quotidien demain, les nouveaux usages, les nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous faire un bref historique? C'est la 9e édition cette année, donc quel est le bilan que vous tirez? Alors, quand on s'est créé en 2008, les gens pensaient que c'était un sujet technologique uniquement. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On parle de transformation digitale des grands groupes, on parle de start-up, d'écosystèmes, d'incubateurs. Je pense que le sujet du digital s'est imposé comme un sujet majeur de l'avenir des entreprises et de notre société. Alors, s'agissant du forum, notre conviction, c'est que ce n'était pas un problème de technologie seulement, c'était un sujet culturel qui changeait le mindset, en quelque sorte, des dirigeants, qu'ils soient politiques, économiques, médias, académiques. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé, avec mon associé Martine Bidguin, de créer un observatoire transversal sur les usages. Pas sur la technologie pour la technologie, mais les usages. Ça peut venir effectivement de start-up, ça peut venir de labos de recherche, ça peut venir d'ONG, et qui sont amenés à changer notre société. Et pour ce faire, on a monté un partenariat, au début avec HSC Paris, et aujourd'hui avec 20 universités dans le monde, qui nous permet, avec des professeurs et des élèves, de capter les usages digitaux partout dans le monde, de les analyser et de pouvoir les sélectionner pour notre forum annuel. On a l'impression qu'il y a tout de même une flopée d'innovation et qu'aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Comment vous faites, vous, pour faire le tri? Alors, c'est une bonne question parce que c'est très compliqué. D'abord, il faut savoir que cette année, on bat tous les records. On a plus de 2100 usages émergents de l'année. Ce qui veut dire que ça demande un travail de vérification d'abord, parce que vous avez aussi des sociétés qui communiquent sur des choses qui n'existent pas encore. C'est le cas de certaines startups. Vous avez ensuite des choses qui existent déjà. Et puis, vous avez bien évidemment des validations sur les usages, sur la réalité et je dirais le côté opérationnel vraiment de ces innovations. Une fois qu'on a screené tout ça, on va être amené, avec nos professeurs, à faire un travail de fond qui va être de dire est-ce que véritablement ça a un impact sur notre société ou sur le business? Et là, bien sûr, vous voyez des innovations quelquefois qui n'en ont pas forcément et qui peuvent en avoir demain, donc c'est un exercice particulièrement difficile. Et quand on s'est tous mis d'accord avec ce collège de profs et d'experts, on est amené à constituer ce qu'on appelle un NetExplo 100, les 100 usages de l'année dont on pense qu'ils vont vraiment avoir un impact. Et ils viennent du monde entier, ils sont analysés, ils sont sur notre site internet. Et nos experts internationaux... Vous en avez retenu 10 voilà. en tout cas. Pour le forum, on a un travail de fond qui consiste à élire les 10 lauréats. Et c'est ces 10 lauréats qui sont des usages émergents de l'année, donc des gens généralement qui ne sont absolument pas connus, mais qui vont bien évidemment, probablement avoir de l'avenir, puisque ces projets généralement se développent très fortement après. Alors donc vous avez retenu 10 usages qui sont en fait évidemment liés à 10 sociétés qui viennent de partout dans le monde. Quels sont les 3-4 à votre avis qui ont le plus de potentiel ? Alors, il y a des sujets très différents. D'abord, il faut savoir que c'est une année qui est marquée par la blockchain. La blockchain qui est un sujet dont vous avez déjà parlé et qui est bien évidemment essentiel au niveau numérique. En rappeler en 2 minutes, on parle d'Internet aujourd'hui distribué, de peer-to-peer et de capacité à travers les réseaux de développer de plus en plus de fonctionnalités. La blockchain, ça permet les transactions sécurisées, infalsifiables et partagées au niveau du monde avec un coût extrêmement réduit. Et bien évidemment, c'est une évolution majeure pour les banques et la finance. Au dernier Davos, ça a été un des grands sujets d'ailleurs. Et Christine Lagarde s'en est, je dirais, l'a vraiment évoqué de façon très importante en disant que c'était une rupture majeure. Nous, ce qu'on voit, c'est des innovations qui dépassent la finance et qui vont véritablement changer les choses. Alors, on a 2 lauréats dans ce contexte-là. On a Colu en Israël qui permet de faire des ventes de n'importe quelle transaction sécurisée sur la blockchain. Et puis, on en a une autre qui vient du Ghana, d'Afrique, et qui a créé le premier cadastre sur la blockchain, puisqu'il faut savoir que s'il y a des titres de propriété au Ghana, il n'y a pas de cadastre, ce qui pose des problèmes bien sûr majeurs dans certains pays en voie de développement. Et c'est comme ça que l'ONG Bitland a créé le premier cadastre sur la blockchain, qui est une évolution majeure, puisqu'on pourrait imaginer demain que ce type de technologie, la blockchain, permette des transactions sécurisées aussi bien pour des actes notariés
que pour la banque, mais également pour toutes sortes d'activités économiques. Donc les sociétés que vous venez d'évoquer, il y en a une du Ghana, une d'Israël, pas de société française en tout cas dans le top 10, pourquoi? Non, alors si on regarde, il y a 2 sociétés américaines, il y a des sociétés européennes, notamment allemandes et norvégiennes, il y a des japonais, il y a des africaines, il y a même d'Amérique latine. Il n'y a pas de français, pourquoi? Parce que c'est un jury international et que sur les projets, bien cette année, les Français n'ont pas été primés. Il faut savoir que ça fait 2 ans que les Français ne sont pas primés, mais on a primé des Français qui ont eu d'ailleurs des réussites intéressantes, mais fondamentalement, notre observatoire est totalement indépendant et mondial. Donc fondamentalement, on ne va pas juger que la French Tech, même si on a des très beaux dossiers qui ont émergé en France cette année, comme chaque année. Mais là, en l'occurrence, il n'y en a pas, c'est 10 projets internationaux. Donc le grand gagnant qui sera annoncé la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il gagne justement ? Alors généralement, ils ont une notoriété forte. Tous nos lauréats nous disent ça permet de diffuser, ça permet aussi de nous aider à lever des fonds quand il s'agit d'activités for profit, parce que certaines sont non-profit, comme on vient de parler du Ghana, là c'est une activité d'ONG qui va en quelque sorte participer à l'évolution de l'État, plus qu'à une activité commerciale classique. Généralement, ce que nous disent nos lauréats, c'est que ça a été un facteur d'accélération. Donc, dans ce sens, nous sommes vraiment sur l'awareness et sur la mise en contact à travers ce forum d'ensemble des décideurs internationaux. Une dernière question, et je voudrais juste qu'on revienne un petit peu sur les thématiques qui sont dégagées pour cette année. De ce que j'ai retenu, en tout cas, il y a repoussé les limites du corps, de la robotique et de nos interactions. On peut parler un petit peu du corps, par exemple. Est-ce que la santé, c'est un domaine qui va monter en puissance? Alors, ça fait plusieurs années, dans notre observatoire, on a l'Internet des objets liés à la santé. Ça, c'est maintenant un grand classique. Et si vous allez au CES en janvier, vous avez vu la French Tech avec tous ces Weezings, là aussi, les objets se multiplient et finalement, il n'y en a aucun qui remporte vraiment le suffrage du grand public. Avec beaucoup d'humilité, peut-être parce qu'ils ont été primés déjà il y a quelques années. Dès la première année, nous avions, vous savez, le petit lapin d'Abastag de Rafi Adjan, avec un usage qui était une application avec Gallimard pour les enfants. Le petit lapin permettait à des enfants à apprendre à lire en mettant leurs doigts, etc. Et tout. Et ça, c'était déjà l'ancêtre des objets connectés. N'empêche que c'était ça l'idée. Ensuite, on a eu bien évidemment des tas d'applications sur la santé. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on rentre vraiment dans des logiques beaucoup plus poussées. Je m'explique. Quand vous êtes sur des micro-robots qui vont, en nanotechnologie, vous permettre de ne pas faire d'opération, mais d'avoir des nano-robots qui vont pouvoir déboucher des artères ou déposer un médicament à un endroit précis du corps, là, vous êtes vraiment dans une évolution encore plus avancée que l'objet qui va vous dire combien vous avez fait de pas ou si vous avez mangé un nombre de calories suffisant dans votre journée. Je pense qu'il y a toujours un petit temps d'adaptation et de digestion des observations qu'on peut faire au niveau de NetExplo en matière d'innovation et de leur application concrète dans la vie de tous les jours. En revanche, si vous regardez l'historique, on a eu un peu de chance et qu'on ne s'est pas trompé. C'est-à-dire que quand vous regardez Twitter, quand vous regardez Worldlens qui a été racheté par Google, quand vous regardez l'ensemble de ces applications, donc peut-être que demain, on sera sur de l'Internet objet, mais avec des nano-biotechnologies, comme le montre un autre lauréat Amino au Canada. Merci beaucoup Thierry App. Merci. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.